Le couteau trancha l'air comme une lame de jugement divin, et le père de Clément, les veines saillantes sur son front, hurla « Tu n'es pas mon fils. Pas comme ça !» Théo, le cœur battant à tout rompre, se rua en avant pour retenir Clément qui s'effondrait, les larmes coulant comme un fleuve en crue sur les pavés parisiens. Dans ce salon bourgeois du 16e arrondissement, où les portraits ancestraux toisaient les vivants d'un œil froid, l'amour naissant de deux âmes se brisait contre le mur impitoyable de l'intolérance. C'était une soirée d'été étouffante, de celle où Paris exhale un parfum de jasmin mêlé à l'asphalte chaud, et où les âmes vulnérables cherchent refuge dans les bras d'un inconnu. Clément avait 25 ans, un corps élancé sculpté par des années de natation dans la Seine, et des yeux verts hérités de sa mère, disparu trop tôt dans un accident de voiture qui avait laissé son père, Henri, veuf et amer. Henri dirigeait une petite maison d'édition spécialisée dans les classiques français, des volumes reliés cuir qui sentaient la poussière et le regret. Il avait élevé Clément seul, ou du moins l'avait-il cru, en lui inculquant les vertus d'une masculinité rigide, le rugby le dimanche, les dîners formels où l'on ne parlait pas de sentiments, et une foi catholique tiède qui servait plus de bouclier social que de guide spirituel. Ce soir-là, Clément avait ramené Théo à la maison pour la première fois. Théo, avec ses cheveux châtains en bataille et son sourire espiègle qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis, était un graphiste freelance originaire de Lyon, fraîchement débarqué à Paris pour un contrat avec une agence de mode. Ils s'étaient rencontrés 3 mois plus tôt, dans un café du Marais, lors d'une averse torrentielle qui les avait confinés sous un auvent exigu. « Tu as l'air d'un poète maudit », avait dit Théo en essuyant une goutte d'eau sur la joue de Clément. Et Clément, qui n'avait jamais osé avouer son inclination à quiconque, avait ri nerveusement, sentant pour la première fois que son secret n'était plus un fardeau solitaire. Le dîner avait commencé sous de bons auspices. Henri, avec sa moustache grisonnante et son costume impeccable, avait servi un Bordeaux millésimé, toisant Théo d'un regard qui se voulait bienveillant. « Alors, jeune homme, que faites-vous dans la vie » avait-il demandé, la voix teintée d'un accent du sud-ouest qui trahissait ses origines bordelaises. Théo, avec sa franchise lyonnaise, avait répondu sans phare « Je dessine des rêves pour des marques qui les vendent. » « Et toi, Clément, tu es mon plus beau chef-d'œuvre. » Le compliment avait plané dans l'air comme une brise printanière, mais Henri avait froncé les sourcils, percevant l'effleurement des doigts sous la table, ce geste innocent qui avait scellé le destin de la soirée. Puis vint le moment fatidique. Clément, enhardi par le vin, avait pris la main de Théo et déclaré « Papa, Théo et moi. Nous sommes ensemble. Nous nous aimons. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un coup de tonnerre. Henri se leva d'un bond, renversant sa chaise qui claqua contre le parquet comme un verdict. Ensemble ? Amour ? C'est une abomination. Ces mots jaillirent comme du venin, et Clément sentit son monde s'effondrer. Théo tenta de raisonner, « Monsieur, l'amour n'est pas une maladie. C'est une grâce. » Mais Henri, les poings serrés, pointa un doigt accusateur, « Grâce. C'est le diable qui t'a mis sur mon chemin, mon fils. Je vais te guérir de ça. Je le jure devant Dieu. » Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Clément, hébété, erra dans les rues de Paris comme un fantôme, évitant les appels de son père et se réfugiant chez Théo dans un petit appartement du quartier latin, aux murs tapissés de croquis érotiques et de vinyles de Serge Gainsbourg. Théo, avec une tendresse infinie, pensait les plaies invisibles, des nuits où Clément pleurait contre son torse, murmurant « Pourquoi moi ? Pourquoi lui ?» Et Théo répondait, les lèvres effleurant son front, « Parce que l'amour choisit les cœurs purs, Clément. Et le tien est un diamant brut. » Henri, de son côté, ne lâcha pas prise. Il contacta un prêtre de sa paroisse, un homme austère nommé Père Laurent, qui prenait les « thérapies de conversion » en vogue dans certains cercles conservateurs français, malgré les controverses qui les entouraient depuis les années 2000. « Votre fils est perdu, mon ami », diagnostiqua le prêtre lors d'une rencontre clandestine dans une chapelle du boulevard Saint-Germain. Mais avec la prière et la discipline, nous pouvons le ramener sur le droit chemin. Henri, rongé par la culpabilité d'avoir failli à son rôle de père, accepta. Il imaginait Clément, guéri, marié à une femme convenable, perpétuant la lignée des Duvalier. Ignorant que sa propre jeunesse avait été marquée par un amour interdit ou une liaison brève avec un camarade d'université qu'il avait étouffé dans le silence pour épouser la mère de Clément, il projetait ses démons sur son fils. Clément, averti par une indiscrétion de la gouvernante de famille, confronta son père lors d'un déjeuner tendu au café de Flore. « Tu veux me changer ? Me briser » lança-t-il, la voix tremblante. Henri, les yeux fuyants, répondit « Je veux te sauver, mon garçon. Pour ton bien.
pour l'honneur de ta mère. Les mots blessèrent plus profondément que n'importe quel couteau, et Clément partit en claquant la porte, jurant de ne plus jamais revenir. Théo, témoin muet de la scène depuis une table voisine, le serra dans ses bras sous la pluie fine de novembre. Nous construirons notre propre famille, Clément. S'enchaîne. Les mois passèrent, et l'amour entre Clément et Théo fleurit comme une vigne dans le Luberon. Ils voyageaient ensemble, un week-end à Avignon où ils dansèrent sous les remparts au son d'un accordéon, une escapade à Nice, où Théo tatoua discrètement un cœur entrelacé sur l'omoplate de Clément. Leur relation était un mélange de passion ardente et de tendresse quotidienne, des matins où Théo préparait des croissants tièdes, des soirées où Clément lisait des vers de Rimbaud à voix haute, sa tête nichée dans le creux de l'épaule de son amant. Pourtant, l'ombre d'Henri planait, un fantôme qui refusait de s'effacer. Un soir d'hiver, alors que la neige saupoudrait les toits de Montmartre, Théo mit un genou à terre dans leur appartement, une bague en argent ciselée à la main. « Épouse-moi, Clément. » Pas pour défier le monde, mais pour l'embrasser à deux. Les larmes aux yeux, Clément accepta, et ils fixèrent la date, un mariage intime en Provence, dans la maison de campagne familiale de Théo, entouré d'amis et de cousins bienveillants. Mais Clément hésita à inviter son père. « Il me déteste, murmura-t-il. » Théo, pragmatique et optimiste, insista, « Laisse-lui une chance. Peut-être que l'amour triomphe toujours. » Henri reçut l'invitation comme un coup de poignard. Assis dans son bureau encombré de manuscrits jaunis, il relut les mots gravés en lettres élégantes, « Ton présence honorerait notre union. » Une vague de remords l'envahit, mêlée à une colère sourde. Il consulta à nouveau le père Laurent, qui le mit en garde, « Ne tombez pas dans le piège. C'est une provocation. » Mais au fond de lui, Henri sentait craquer les fondations de sa certitude. Il repensa à sa propre nuit d'errance, à ce baiser volé dans les couloirs sombres de la Sorbonne, à la honte qu'il avait rongée des décennies. Était-ce cela, la guérison, qu'il offrait à Clément? Une prison dorée? Les préparatifs du mariage absorbèrent Clément et Théo comme une marée montante, emportant les doutes dans un tourbillon de joie. Ils choisirent un traiteur local pour des plats provençaux aux ratatouilles aux herbes fraîches, daubes de bœuf mijotées à feu doux et un photographe discret qui capturerait les regards complices plutôt que les poses guindées. Théo, avec son œil d'artiste, dessina les faire-part, deux silhouettes enlacées sous un ciel étoilé, avec la citation de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. » Clément, plus pragmatique, gérait les détails logistiques, mais chaque nuit, dans le lit des faits, il confessait ses peurs, « Et si papa ne vient pas? Ou pire, s'il vient pour tout gâcher ?» Henri, quant à lui, sombra dans une introspection tourmentée. Il fouilla les tiroirs de son bureau, exhuma une photo jaunie, lui, jeune homme de 20 ans, bras dessus bras dessous avec un certain Marc, lors d'une fête étudiante. Marc, aux yeux noisettes et au rire contagieux, avait été son premier amour, un secret enterré sous des couches de déni. Après leur rupture forcée, Henri avait épousé Élise, la mère de Clément, une femme douce mais effacée, qui avait emporté dans la tombe son soupçon muet sur les nuits solitaires de son mari. Ai-je été un bon père, se demanda Henri, le regard perdu sur la tour Eiffel scintillant au loin. Il annula ses rendez-vous avec le père Laurent, préférant les promenades solitaires le long de la Seine, où les eaux troubles reflétaient ses tourments. Un après-midi de printemps, Clément reçut un appel inattendu. La voix d'Henri, rauque et hésitante, brisa le silence, « Je viendrai au mariage. Mais je veux te parler avant. » Seul à seul. Le cœur de Clément se serra comme un étau. Ils se retrouvèrent dans un bistrot anonyme du quartier des Halles, un lieu où les odeurs de friture masquaient les confessions. Henri, vieilli de 10 ans en quelques mois, posa une main tremblante sur la table, « J'ai été un idiot, mon fils. C'est thérapie. C'était ma peur qui parlait, pas l'amour. » Clément, les larmes au bord des cils, murmura, « Tu m'as fait douter de moi, papa. De nous. » Henri baissa la tête, « Je sais. Et je regrette. Mais permets-moi de réparer. Laisse-moi être là, pour de vrai. » La réconciliation fut fragile, comme un pont de fortune sur un torrent. Henri commença à poser des questions sur Théo non plus avec suspicion, mais avec une curiosité maladroite. « Il aime la littérature ?» demanda-t-il un jour, lors d'un thé dominical. Clément sourit, « Plus que moi. Il cite Baudelaire en cuisinant. » Petit à petit, des fissures apparurent dans l'armure d'Henri. Il lut en secret des ouvrages sur l'homosexualité, commandés anonymement en ligne, des témoignages d'auteurs comme Hervé Guilchet, qui parlaient de coming out comme d'une renaissance. Pourtant, une ombre persistait, la jalousie sournoise envers Théo,
cet intrus qui avait conquis le cœur de son fils sans effort, et le remords pour les années perdues. Théo, de son côté, observait avec une patience infinie. Il n'imposait rien, mais ses gestes parlaient pour lui, un bouquet de roses blanches déposé chez Henri avec une carte, l'amitié commence par un pas, Henri, touché malgré lui, répondit par un mail laconique, merci. Explorons ce chemin, bientôt, les trois hommes se retrouvèrent pour un dîner au nom plus tendu, mais chargé d'une électricité nouvelle. Henri raconta des anecdotes sur la jeunesse de Clément, bébé potelé dans les vignes bordelaises, Théo partagea ses rêves d'exposition à la Biennale de Venise. Pour la première fois, la table résonna de rires sincères, et Clément sentit un poids s'envoler de sa poitrine. Mais le destin, capricieux comme une bourrasque méditerranéenne, réservait une trahison. Le père Laurent, informé par un ami commun de la faiblesse d'Henri, organisa une intervention surprise. Lors d'une messe dominicale, il coinça Henri dans le confessionnal, « Vous abandonnez votre fils à la perdition. Pensez à Élise, au paradis. Elle vous jugera. » Les mots ravivèrent les braises de la culpabilité. Henri, chancelant, promit une dernière tentative. Il contacta un thérapeute controversé, un homme nommé Duval Ironie du sort, homonyme de la famille qui proposait des séances de réorientation en banlieue parisienne. Sans en parler à Clément, Henri y emmena son fils sous prétexte d'un dialogue familial neutre. Clément arriva, confiant, au cabinet anonyme d'Issy-les-Moulineaux. Mais la séance tourna au cauchemar. Duval, avec son sourire carnassier, posa des questions invasives sur l'enfance de Clément, insinuant que son penchant provenait d'un manque paternel. Henri, assis en retrait, hochait la tête, les lèvres pincées. Quand Clément comprit le piège, il explosa, « C'est ça, ta réparation ? Me traîner chez un charlatan ?» Il quitta la pièce en trombe, laissant Henri seul avec sa honte. Théo, alerté par un SMS paniqué, vint le chercher sous une pluie battante. « Il n'a pas changé », sanglota Clément dans la voiture. Théo, les mains crispées sur le volant, répondit, « Si, peut-être. Mais c'est à lui de le prouver. » La nouvelle de la trahison se répandit comme une traînée de poudre parmi les amis. Les invitations au mariage furent modifiées en urgence, le nom d'Henri rayé de la liste des intervenants, relégué à un rôle de simple invité. Clément, blessé au plus profond, se réfugia dans les bras de Théo lors d'une nuit blanche à Montparnasse. « J'ai cru en lui », murmura-t-il. Théo, caressant ses cheveux, « L'amour vrai ne dépend pas d'un père, mais de deux cœurs. » Le nôtre bat à l'unisson. Pourtant, au fond de lui, Clément nourrissait un espoir ténu, et si cette chute était le prélude à une résurrection? Les semaines précédant le mariage furent un kaléidoscope d'émotions. Théo organisa une répétition joyeuse avec les témoins, sa sœur aînée, une avocate lesbienne de Marseille, et le meilleur ami de Clément, un barman excentrique du Marais. Ils rirent, burent du pastis, et Clément, pour la première fois, visualisa un avenir sans l'ombre paternelle. Henri, isolé dans son appartement haussmannien, noya son chagrin dans les classiques, Proust, dont les amours fluides le hantaient, Gide, qui osait l'interdit. Une lettre manuscrite arriva chez lui, de Théo, « Monsieur, l'amour n'est pas une maladie à guérir, mais une lumière à partager. Venez, non comme juge, mais comme témoin. » Les mots perforèrent l'âme d'Henri comme une flèche. Le jour du mariage approchait comme un mirage dans la chaleur provençale, et avec lui, le poids des non-dits. Clément et Théo s'installèrent dans la maison de campagne de la famille de Théo, un mas en pierre niché au creux des collines du Luberon, où les cigales chantaient une symphonie éternelle. Les oliviers centenaires bordaient le jardin, et l'air embaumait la lavande et le thym. Clément, vêtu d'un costume lin clair qui soulignait sa silhouette athlétique, répétait ses vœux devant un miroir fêlé, « Théo, tu es mon horizon, mon refuge dans la tempête. » Théo, plus décontracté en chemise bleu pastel, l'embrassa dans le cou, « Et toi, mon éternel printemps. » Henri arriva la veille, en fin d'après-midi, sa vieille Peugeot cahotant sur le chemin de terre. Il descendit, valise à la main, le visage marqué par l'insomnie. Clément l'accueillit sur le seuil, les bras croisés, une barrière invisible. « Tu es là », dit-il simplement. Henri hocha la tête, « Je ne pouvais pas manquer ça. » Même si. Il s'interrompit, cherchant les mots. Théo surgit, salvateur, avec une bouteille de rosé, « Bienvenue, Henri. Un verre pour sceller la paix ?» Le dîner fut un exercice diplomatique, des histoires légères sur les vendanges locales, des rires forcés sur les anecdotes de Théo enfant. Mais sous la table, les genoux de Clément tremblaient, et Henri évitait son regard. La nuit venue, Henri s'éveilla en sursaut, hanté par un rêve, « Élise,
sa défunte épouse, lui tendant une main accusatrice. « Tu as trahi notre fils, comme tu m'as trahi. » Il se leva, erra dans le jardin baigné de lune, et trouva Clément assis sur un banc, fumant une cigarette rare, un vice hérité de sa mère. « Papa » murmura Clément, surpris. Henri s'assit à ses côtés, le silence complice. Puis, d'une voix brisée, il avoua « J'ai eu un amant, autrefois. Marc. Je l'ai fui par peur. Et maintenant, je vois en toi mon reflet. J'ai voulu te guérir pour effacer ma propre douleur. » Clément, stupéfait, écrasa sa cigarette. « Pourquoi me le dire maintenant ?» Henri pleura, « Parce que demain, tu t'unis à l'homme que tu aimes. Et je refuse d'être le fantôme qui te hante. » Cette confession fut un séisme. Clément, partagé entre rage et compassion, serra son père dans ses bras pour la première fois depuis l'enfance. Ça ne répare pas tout, mais c'est un début. Théo, éveillé par les voix, les rejoignit, formant un triangle improbable sous les étoiles. « La famille n'est pas du sang, mais du choix, dit-il doucement. » Henri, essuyant ses larmes, acquiesça, « Apprends-moi, alors. » Le matin du mariage d'Aona radieux, un soleil d'or coulant sur les vignes. Les invités arrivèrent en convoi, une quarantaine d'âmes, amis parisiens en chemise fleurie, cousins lyonnais bruyants, une tante excentrique de Théo qui avait milité pour le mariage pour tous en 2013. La cérémonie se déroula sous un arche de rose trémière, un officiant laïque récitant des extraits de Prévert. Clément et Théo échangèrent des anneaux gravés d'un, toujours, leurs lèvres se scellant dans un baiser salué par des applaudissements émus. Henri, assis au premier rang, applaudit le plus fort, mais son cœur bouillonnait d'un conflit intérieur. Devait-il parler? Révéler sa vérité pour libérer Clément, au risque de tout briser. Le banquet suivit, un festin à l'anguille sous les platanes, salade niçoise, agneau rôti, tarte aux figues. La musique enflamma l'air, un DJ jouant du Daft Punk remixé avec du Piaf. Théo dansa avec Clément, leurs corps fusionnant dans un slow langoureux, tandis que les invités formaient une chaîne joyeuse. Henri observait, un verre à la main, sentant la trahison de son passé le ronger. Il avait promis le silence au père Laurent, qu'il avait contacté la veille par téléphone, « Ne parlez pas, ou vous damnez votre âme. » Mais la vue de son fils rayonnant, les yeux brillants d'amour, fissura sa résolution. Soudain, le maître de cérémonie annonça, « Et maintenant, un mot du père du marié, Henri Duvalier. » Clément blêmit, il n'avait rien su. Théo serra sa main, « Laisse-le essayer. » Henri monta sur l'estrade improvisée, micro en main, face à une centaine d'yeux curieux. Sa voix trembla au début, « Mes chers amis, famille élargie. » Il raconta l'histoire non pas la sienne, mais celle de Clément, l'enfance volée par la perte d'Élise, les doutes adolescents, la découverte de Théo comme un phare dans la nuit. Puis, le ton changea, chargé d'émotions brutes, « J'ai voulu guérir mon fils. Parce que j'avais peur. Peur de l'inconnu, peur de l'amour qui défie les normes. J'ai cherché des remèdes là où il n'y en avait pas, des prières qui n'étaient que chaînes. » Un murmure parcourut l'assemblée. Clément, figé, sentit les larmes monter. Henri continua, la voix plus assurée, « Mais aujourd'hui, je vois clair. L'amour de Clément et Théo n'est pas une maladie. C'est une guérison. Pour lui, pour moi. J'ai trahi mon fils en le niant, comme j'ai trahi mon propre cœur jadis. Pardonnez-moi, Clément. Et toi, Théo, merci de l'aimer comme il mérite, sans limite. » Il descendit, les jambes flageolantes, et l'assemblée explosa en applaudissements, certains essuyant des larmes, d'autres serrant leur conjoint plus fort. Une cousine cria, « À l'amour vrai », et les verres tintèrent comme un carillon. Clément se rua vers son père, l'enlaçant sous les flashs des photographes. « Tu l'as fait » murmura-t-il. Henri, brisé et libéré, répondit, « Non, c'est toi qui m'as sauvé. » Théo les rejoignit, formant un cercle sacré. La soirée se poursuivit en liesse, mais pour Henri, c'était une renaissance, plus de masques, plus de regrets étouffés. Pourtant, le père Laurent n'en resterait pas là. Le lendemain, un appel anonyme, « Traître. Vous avez vendu votre âme. » Henri raccrocha, déterminé. La trahison ecclésiastique n'était qu'un écho lointain face à la lumière nouvelle. Les jours suivants le mariage furent un baume sur les plaies anciennes. Clément et Théo rentrèrent à Paris, installés dans un appartement plus spacieux du Marais, un duplex aux poutres apparentes où Théo installa son atelier et Clément sa bibliothèque. Leur lune de miel fut un road trip le long de la Côte d'Azur, Cannes pour les plages privées, Aix pour les vues vertigineuses,
et des nuits d'amour sous les étoiles de la corniche. C'est notre Amérique à nous, plaisanta Théo, évoquant les road trips hollywoodiens qu'il adorait. Clément rit, avec plus de vin et moins de guns. Henri, transformé, devint un pilier inattendu. Il invita le couple à dîner chaque dimanche, cuisinant des magrets de canard sauce aux figues, et posant des questions sur leurs projets, l'exposition de Théo au Centre Pompidou, le roman que Clément esquissait sur un amour filial brisé et reconstruit. Lors d'une de ces soirées, Henri confia une boîte en velours, la bague de fiançailles d'Élise. Pour vous, ou pour un futur neveu. L'héritage n'est pas dans le sang, mais dans les cœurs. Clément, ému, l'accepta, merci, papa. Pour tout. Mais les ombres du passé ne s'effacent pas sans lutte. Le père Laurent, furieux de la défection d'Henri, lança une campagne discrète, des rumeurs dans la paroisse, des lettres anonymes accusant Henri de corruption morale. Pire, il contacta l'éditeur d'Henri, insinuant que publier des auteurs, progressistes, comme ceux défendant les droits LGBTQ+, nuirait à la réputation de la maison. Henri, confronté à une vague de démissions et de critiques, vacilla. Peut-être ai-je été trop loin, confia-t-il à Clément lors d'une promenade au Luxembourg. Clément, ferme, non. C'est leur peur, pas la tienne. Tiens bon. Théo, sentant la tourmente, organisa une contre-attaque créative, une série d'illustrations pour un blog militant, anonyme au début, montrant un père et un fils main dans la main sous l'Arc de Triomphe. Les dessins, partagés sur les réseaux, devinrent viraux, avec le hashtag Amour-guéri. Henri, d'abord réticent, posa pour une esquisse, lui, Clément et Théo, enlacés au pied de Notre-Dame. L'image, postée avec la légende « La guérison commence par le pardon », toucha des milliers, incluant des témoignages de familles divisées. Le père Laurent, acculé par la presse locale qui flairait le scandale, se rétracta publiquement, une excuse laconique lors d'une messe, « J'ai péché par excès de zèle ». Ce triomphe apparent masqua une trahison plus intime. Marc, l'ancien amant d'Henri, réapparut comme un spectre. Âgé de 70 ans, veuf et solitaire, il envoya une lettre, « Ton discours au mariage m'a brisé le cœur, après tant d'années. Rencontrons-nous. » Henri, curieux et tourmenté, accepta un café discret à Saint-Germain-des-Prés. Marc, les cheveux blancs et le regard toujours pétillant, raviva les flammes, « Tu as fui, Henri. Mais Clément t'a libéré. Et si on recommençait ?» Les mots étaient tentants, un écho de jeunesse perdue. Henri rentra chez lui, confus, et commit l'irréparable, un baiser impulsif avec Marc dans un hôtel anonyme, un soir où Clément et Théo étaient en voyage. La culpabilité rongeait Henri comme un acide. Il confessa tout à Clément lors d'un appel nocturne, « J'ai trahi ta confiance. » Encore. Clément, au téléphone depuis un hôtel niçois, sentit la rage monter, « Comment, papa ? Après tout ?» Théo, écoutant en silence, posa une main sur son épaule, « Écoute-le. » Henri pleura, c'était une erreur. Une dernière danse avec le passé. Je t'aime, mon fils. Plus que tout. Clément raccrocha, dévasté, et la nuit fut une tempête de reproches, il nous utilise pour se racheter. Théo, sage, non. Il est humain. Comme nous. Pardonnons, pour guérir vraiment. Le couple revint à Paris, et une confrontation s'imposa. Dans le salon aux livres empilés, face à un Henri effondré, Clément lâcha, « Tu m'as appris la trahison, mais aussi le pardon. » Ne recommence pas, Henri jura, et pour sceller la paix, il ferma sa maison d'édition pour un temps, voyageant seul en Bretagne pour méditer. Là, sur les falaises battues par les vents, il écrivit une lettre ouverte, publiée dans Le Monde, « De la haine à l'acceptation, mon chemin vers mon fils gay. » L'article, poignant, devint un manifeste, lu par des milliers de pères en doute. Clément et Théo, inspirés, lancèrent un podcast, Histoire d'amour guéri, invitant des couples LGBTQ+, et leurs familles. Le premier épisode ? Henri lui-même, voix chevrotante, racontant son parcours. Les écoutes explosèrent, et avec elles, une communauté naissante. Mais le vrai test vint lors d'une crise. Théo, diagnostiqué avec une anxiété chronique liée à son enfance chaotique, sombra dans une dépression passagère. Clément, soutenu par Henri qui envoya des livres thérapeutiques, veilla sur lui, « Nous sommes plus forts ensemble. » La trahison de Marc s'effaça dans l'ombre, Henri choisissant définitivement son fils. « L'amour n'est pas possession », écrivit-il dans son journal. Et Clément, lisant ces lignes par hasard, sourit, le cercle se refermait. Un an après le mariage, la vie de Clément,
Théo et Henri s'étaient tissés en une tapisserie riche de couleurs inattendues. Le podcast « Histoire d'amour guéri » avait été adapté en livre, préfacé par une psychologue renommée, et Henri y contribuait comme co-auteur, sa plume aiguisée par les ans transformant la douleur en prose poétique. Ils organisèrent des ateliers à Paris, dans un centre communautaire du 11e arrondissement, où des pères apprenaient à écouter, des fils à pardonner. C'est notre legs, disait Théo, les yeux pétillants, en esquissant des logos pour l'association naissante. Clément, promu chef de projet dans une agence littéraire, rentrait chaque soir dans leur duplex, où l'odeur de basilic frais flottait depuis la cuisine. Théo, désormais exposé au Louvre pour une série sur l'amour queer, peignait des toiles où des corps masculins s'entremêlaient comme des racines. Leur intimité avait mûri, des matins paresseux où ils refaisaient l'amour sous les draps froissés, des disputes anodines sur le choix d'un film, pas encore du Woody Allen. Résolu par un baiser. Henri, redevenu grand-père honorifique pour les neveux de Théo, tricotait maladroitement des écharpes, symbole d'une tendresse conquise. Pourtant, le passé ressurgit une dernière fois, sous forme d'une bique ACH nanvéenne. Le père Laurent, rongé par son propre vide spirituel, contacta Henri pour une réconciliation. Lors d'une rencontre dans un café du quartier latin, il avoua « J'ai prêché la haine pour masquer ma solitude. J'ai aimé, autrefois, un séminariste. Et je l'ai perdu à cause de moi. » Henri, sans rancune, tendit la main, la guérison est pour tous. Rejoignez-nous. Laurent déclina, mais envoya une donation anonyme à l'association, un geste discret vers la lumière. Le point culminant vint lors d'une commémoration, l'anniversaire de la mort d'Élise. Clément, Théo et Henri se rendirent au cimetière de Passy, sous un ciel d'automne pluvieux. Devant la pierre tombale gravée, Élise Duvalier, mère aimante, Henri déposa une rose blanche. Elle aurait été fière de toi, Clément. De nous. Clément, ému, répondit, elle l'est, papa. Je le sens. Théo, discret, prit une photo, 3 hommes sous un parapluie, unis contre la averse, un tableau vivant de résilience. Le soir, autour d'un feu de cheminée dans la maison de campagne provençale, ils trinquèrent au champagne. Henri porta un toast à l'amour qui guérit, non par force, mais par grâce. Clément, les yeux dans ceux de Théo, ajouta, et à la famille qu'on choisit. La nuit s'étira en confidence, Henri raconta ses rêves d'Amérique, un road trip qu'il imaginait un jour avec eux Route 66, Canyon Rouge, un écho à la liberté yankee qui avait toujours fasciné sa génération. Théo rit, avec des arrêts vinicoles en Toscane d'abord. Des années plus tard, lorsqu'Henri s'éteignit paisiblement à 78 ans, d'une crise cardiaque lors d'une lecture publique de son autobiographie, Clément et Théo étaient à ses côtés. Dans ces dernières heures, il murmura, fier. Si fier. Le discours funèbre, prononcé par Clément devant une église bondée ironiquement la même paroisse de Laurent, désormais alliée, fut un hymne, mon père a voulu me guérir. Mais c'est moi qui l'ai sauvé. Son amour, tardif mais vrai, a bouleversé nos vies. Les invités, larmes aux yeux, applaudirent comme au mariage, un cercle bouclé. Clément et Théo adoptèrent un enfant, un garçon de 5 ans prénommé Lucas, orphelin d'un drame familial. Dans leur maison du Luberon, où les oliviers veillaient, ils élevèrent Lucas avec les leçons d'Henri, pardonner, aimer sans chaîne. Lucas grandit, curieux et libre, dessinant des familles arc-en-ciel comme celle de Théo. Et lors de son premier « Je t'aime » à un camarade d'école, des années après, Clément sourit, murmurant « L'histoire continue. » Guéri. Ainsi, dans le cœur de la France, un amour naissant avait fleuri en l'ex-éternel KCH Tin dans ses chutes, CM Xug dans ses élans, Lannemen dans ses étreintes, Nanvéen dans son pardon. Pas de fin hollywoodienne tapa accent grave l'œil, mais une quiétude profonde, comme un vin millésimé, complexe, chaleureux, immortel.